Bonjour à tous. La vérité, la seule vérité pour comprendre notre temps, notre époque, l'histoire moderne, c'est celle-ci. La finance apatride a créé son empire activement depuis plus d'un siècle pour dominer le monde par un gouvernement mondial attendu avec persévérance, comme le rappelait notamment Churchill lors du lancement du mouvement européen au congrès de La Haye en 1948, et que sa force à cette finance apatride repose sur le pouvoir bancaire, le pouvoir de création monétaire, précisément. C'est une vérité fondamentale et pourtant totalement inconnue dans l'espace public, saturé par des conneries, par des divertissements qui, lorsqu'ils parlent de pognon, parlent surtout de braquage de banque ou de déficit public et non pas de création monétaire ex nihilo. Comme il a été dit, donnez-moi le pouvoir de créer le pognon et le reste, je m'en balèque. Un truc du style. Comprenez bien que s'il y a un moment dans la vie qui nécessite de se concentrer, outre de serrer les fesses quand on a la diarrhée et qu'on est dans une réunion, c'est maintenant, c'est sur ce sujet. L'avenir en dépend totalement. C'est une abomination de confier le pouvoir de créer le pognon à des mains privées et non publiques. Sous un vrai contrôle démocratique, faut-il le préciser. Ça revient, lorsqu'on confie la création du pognon à des petites mains privées, à mettre sur la tête du gonze la couronne impériale et dans sa petite main privée le sceptre de domination du monde. Rien que ça. Et cette engeance, avec bonté, en retour, nous prête son argent, notre argent, sous forme de reconnaissance de dette, qui est par nature, je le rappelle, impayable, comme je l'explique dans la vidéo sur la dette. Alors on fait quoi pour rembourser quand on n'a pas d'argent pour rembourser? Vous l'avez deviné, on emprunte, on fait des économies, des coupes budgétaires, on restructure, on réforme, on rabote, on baisse les aides sociales, on gèle les points d'indice, on nique les hausses de salaire, on appelle charge les cotisations, on supprime les retraites, on vend les services publics, on augmente les impôts, on met à la rue. Bref, c'est la politique de l'austérité, et au final, on réemprunte encore plus avant de faire la liquidation totale, puis après avoir fait le trottoir en se pliant aux exigences du marché pour attirer les capitaux des investisseurs, vous savez, les gros spéculateurs précoces. Alors, on vous vend pas ça comme ça. Un exemple, les capitalistes ultralibéraux veulent vous piquer vos retraites, ils le disent pas comme ça. On va instaurer un régime universel, plus juste et plus efficace. Dans le même style, j'ai décidé d'avoir recours à l'article 49.3, de passer en force donc. Non pour éviter le débat, mais pour mettre fin à un épisode de non-débat. Ou encore, vous faites une loi pour engraisser les distributeurs en pinant les producteurs, en favorisant la bouffe de merde qui coûte plus cher aux consommateurs en termes de prix de santé ou d'environnement. Vous l'appelez non pas loi pour engraisser les copains et en bonus pour vous rendre pauvres, malades et affamés, non, vous l'appelez loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable accessible à tous. Ça sonne mieux. On vit dans le monde à l'envers, foutage de gueule quand tu nous tiens. Pensez bien que l'argent qui nous pourrit la vie n'est pourtant pas la vraie richesse, mais seulement un intermédiaire commode pour échanger nos vraies richesses, qui sont celles précisément qui satisfont les besoins, les vrais besoins des hommes. Autrement dit, pour résumer, pour avoir le droit d'échanger nos richesses, qu'est-ce qu'on fait depuis un demi-siècle? On met en gage nos richesses. Pour échanger nos richesses, on vend nos richesses. Si vous comprenez ça, si un grand nombre de Français comprennent ça, on va peut-être avoir plus que 0% de chance d'éviter l'abîme. Bref, la seule question, si on veut prendre de la hauteur pour comprendre l'ensemble, c'est celle-ci. Comment conquérir et utiliser le pouvoir de création monétaire pour dominer le monde? C'est l'idée depuis 100 ans, plus de 100 ans. Fondamentalement, c'est de la réponse à cette question que découle tout le reste qu'on va voir ensemble. L'idée, pour résumer, c'est la saison 2, c'est de soumettre un grand pays, puis d'étendre sa puissance et son influence pour qu'il puisse imposer aux autres pays de baisser la culotte monétaire, c'est-à-dire vendre leur pouvoir de création monétaire publique à des petites mains privées, pour endetter les États, les pousser à une cure d'austérité, à tout vendre, patrimoine, biens, services publics, à détruire ainsi ces États devenus des coquilles vides, purement et simplement, avant qu'ils ne disparaissent dans un cadre fédéral. Alors d'abord et concrètement, la finance apatride a soumis un grand pays capitaliste, libéral à l'époque, en lui volant son pouvoir de création monétaire après plus d'un siècle de lutte acharnée.
Elle a ensuite fait de ce pays la première puissance mondiale grâce à 2 guerres mondiales, capable ce pays d'imposer sa monnaie PQ-dollar comme monnaie internationale, après avoir notamment récupéré les 2 tiers des réserves d'or mondiales grâce aux guerres. Et du coup, seul le dollar était convertible en or, contraignant toutes les banques centrales du monde à détenir des dollars, une demande de dollars permanente qui a permis aux États-Unis de financer constamment leur déficit, étant eux-mêmes soumis d'ailleurs à la tyrannie de la finance apatride qui néanmoins avait et a encore besoin, pour un temps compté désormais, de son poulain pour se gaver. Ils sont donc devenus, les Américains, le cheval de Troie du mondialisme, capables d'imposer leur vue, en l'occurrence étendre au globe, mondialiser, donc l'économie de marché capitaliste ultralibérale, parce que la mondialisation concrètement c'est ça. Économie de marché capitaliste ultralibérale, l'MQ pour les intimes. Ce système, en un mot, c'est la libération du renard de la finance apatride dans le poulailler. Mais il y avait 2 problèmes pour libérer pleinement le renard. Il ne pouvait d'abord pas créer autant d'argent qu'il le voulait à partir de rien. Avec Bretton Woods notamment, nos sauveurs américains, ils ont juste pu créer dans les 20 années suivantes 5 fois plus de dollars qu'ils n'auraient dû, comme on va voir, parce qu'il fallait théoriquement que tout dollar émis soit assis sur son équivalent or déterminé à Bretton Woods. Entre la théorie et la pratique, il y a une marge, mais il n'y avait pas encore à l'époque un gouffre. Et le deuxième point, tout n'était pas achetable. Il y avait l'obstacle soviétique et son communisme, antithèse du capitalisme ultralibéral. Alors les deux, je précise, sont dans l'erreur, comme j'ai développé dans les vidéos sur la fraternité. La vérité et la justice se trouvent dans le capitalisme citoyen fraternel pour 100% de la population et pas un machin capitaliste pour 1%. Et il y avait aussi, bien sûr, l'obstacle dont j'ai parlé, des États-nations protecteurs qui ont des services, domaines, biens publics et des réglementations protectrices et compliquées à outrepasser. Donc 2 obstacles. D'abord, le premier qui empêche d'avoir autant d'argent qu'il faut pour tout acheter, puis ensuite l'obstacle qui empêche de rendre tout achetable. Comment ont-ils levé donc ces obstacles, nos sauveurs américains? C'est la question logique suivante. Alors d'abord, ils ont créé la spéculation mondialisée. Avec les accords de Bretton Woods, comme j'ai dit, ils avaient réussi à imposer le principe en vertu duquel toutes les monnaies avaient un taux de change fixe en dollars et que seul le dollar se définissait en or. Autrement dit, seul le dollar valait de l'or et dans le principe, il fallait que chaque dollar émis par nos sauveurs américains soit garanti par un équivalent or, comme j'ai dit. Ça présupposait que les États-Unis chercheraient à maintenir la valeur réelle de leur monnaie, c'est-à-dire en ne créant pas plus de dollars que d'or, que d'équivalents or existants. Bref, qu'ils se sentent en fait tenus par leurs engagements écrits dans le cadre des accords de Bretton Woods de 1944. Manque de chance, ils s'en fichèrent complet. Selon le Fonds monétaire international, chargé de contrôler le système pour stabiliser les politiques nationales en 1966, les banques centrales étrangères du monde détenaient 14 000 milliards de dollars, bien qu'il n'y en ait que 3 200 milliards de dollars assis sur l'or. Nos sauveurs américains avaient donc créé presque 5 fois plus de dollars que d'équivalent or possédés. Ils ont instauré un système donc de réserve fractionnaire. Avec 1 dollar assis sur l'or, ils en ont créé presque 5. Et dans ce système, une banque privée, et la réserve fédérale américaine en est une, puisque c'est une propriété non de l'État américain, mais d'un consortium d'entités privées qui a le pouvoir d'émettre de la monnaie qui ne repose absolument sur rien, sauf la croyance que cette monnaie vaut quelque chose. Autrement dit, leur papier toilette aux Américains, c'était un peu comme une mine d'or qui va être exploité et commercialisé pour faire de juteux bénéfices. Une création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, comme ça, en claquant des doigts. Ce sont autrement dit les champions des faux monnayeurs et les petits braqueurs de banque ou de casinos à côté vendus par les films hollywoodiens, c'est des petits joueurs. Bref, à force de tirer sur la corde de la fabrication de la fausse monnaie, la ficelle est devenue un peu grosse, si je puis dire. Du coup, De Gaulle et les Anglais ont envoyé leurs navires chargés de dollars pour les échanger contre de l'or sonnant et trébuchant. Nos sauveurs américains, si ce mouvement de retrait or contre PQ perdurait, risquait le bank run purement et simplement. Le président de l'époque, Richard Nixon, certainement en avançant la date, fit dans l'urgence ce qui aurait de toute façon été inévitable à un moment ou à un autre, à savoir il mit fin à la convertibilité du dollar en or le 15 août 1975.
Fini les taux de change fixes entre monnaies, c'était devenu des taux de change flottants, générant des incertitudes sur les marchés, générant le besoin de se couvrir contre ces incertitudes de variation de monnaie quand on achète dans une monnaie et quand on vend dans une autre. Dès lors, leur politique à nos sauveurs américains était toute tracée. C'était trouver un nouvel or, l'or noir, en l'occurrence. Car depuis longtemps, ils avaient la main mise dessus grâce à ces accords de cartel dont j'ai parlé, et l'avantage c'était de leur assurer une demande perpétuelle vu que toutes les économies modernes d'alors ne pensaient qu'à se développer grâce au pétrole. Et ce qui explique l'interventionnisme d'ailleurs militaire par la suite, notamment au Moyen-Orient, pour prendre le contrôle des puits de pétrole si jamais leur chacal de la CIA n'arrivait pas à soudoyer, menacer ou tuer le leader politique gênant, comme ce fut le cas notamment pour Saddam Hussein, qui eut le tort suprême de refuser que les compagnies américaines reçoivent en concession l'exploitation des puits de pétrole. Les États-Unis, pendant les Trente Glorieuses, ont donc abusé de leur pouvoir de création monétaire, leur permettant de financer leur politique intérieure et internationale sans se soucier jamais de leur déficit public et de leur dette publique, puisque par une émission surabondante de dollars, ils ont créé de l'inflation qui résorbait leur dette publique, l'argent ayant alors moins de valeur. La libéralisation des taux de change par la décision de Nixon était le premier pilier de la spéculation. On pouvait spéculer sur les variations de monnaie, mais il fallait encore, également, et c'est fondamental, mettre en place le second pilier, la libéralisation des taux d'intérêt, qui permettrait alors de spéculer sur les monnaies elles-mêmes, le Saint Graal. Alors, les sauveurs américains, qu'ont-ils fait? Ils ont poussé les États à se débarrasser de leur pouvoir de création monétaire en France, mais partout à peu près en même temps, poussés par la Banque des règlements internationaux, dont j'ai déjà parlé, appuyés par les traîtres nationaux, ont fait casser le circuit du trésor, ce que j'explique en détail dans la vidéo sur la dette publique illégitime et impayable, qu'il nous faut pourtant payer. La logique était la suivante, on rend caduque, en fait, après du coup, on se dit, haha, c'est caduque, alors on supprime en droit. Je développe pas ici, vous irez voir la vidéo si vous voulez, mais il fallait encore, à cette époque, après avoir cassé les leviers du circuit du trésor, amorcer la dette, pour la faire gonfler bien rapidement. Et là, on a deux levains. Le premier fait suite aux négociations secrètes de nos sauveurs américains avec l'Arabie Saoudite pour la création des pétrodollars en 73 et 75. En 73, l'administration Nixon a tenu des négociations secrètes avec le gouvernement d'Arabie Saoudite, ce qui est connu sous le nom et qui est devenu depuis le système de recyclage des pétrodollars. Les termes de l'accord mafieux étaient les suivants, vous ne vendrez votre pétrole que contre les dollars US, vous pourrez en quadrupler le prix, si vous refusez notre protection, on vous envoie l'armée dans vos champs de pétrole. Cet accord pris en 73 fut formalisé par la commission US-Arabie Saoudite de coopération économique écrite par le secrétaire de Nixon, Henry Kissinger, en 74, puis fut étendu au reste des pays de l'OPEP en 75. Le racket américain portait ses fruits. Si le dollar ne reposait plus sur l'or, il reposait néanmoins et dès lors sur l'or noir, puisque dans cet accord était stipulé que l'achat de pétrole devait se faire en dollars. Les pays de l'OPEP purent ainsi vendre leur pétrole beaucoup plus cher avec la bénédiction de l'oncle Sam. Ce changement majeur a permis à la Réserve fédérale d'imprimer les dollars pratiquement sans limite, sachant pertinemment que la demande de dollars ne cesserait jamais étant donné que toutes les sociétés avaient pensé à développer leurs économies en se fondant uniquement sur le pétrole et que les Américains avaient aussi de quoi casser toutes les alternatives écologiques du vol de brevets jusqu'au meurtre en passant par le chantage. Du coup, en résumé, pétrodollar plus privatisation de la création monétaire, ça a donné les chocs pétroliers pour les économies développées sur le pétrole. Voilà comment on a bien amorcé la dette pour qu'elle puisse s'enflammer toute seule. Nos petits traîtristes nationaux n'étaient pas en reste, ils ont lancé leur politique de grands emprunts avec des taux d'intérêt de 7 à 8,80%. Autrement dit, le pouvoir de création monétaire privatisé, les États, dans cette logique d'autocontrainte et d'autoflagellation, n'avaient d'autre choix que de se financer leur déficit sur les marchés financiers par une politique de grands emprunts, Giscard en 73 ou Barre en 77,
puis sous forme de bons du trésor créés en 85 lorsque l'État a rationalisé la structure de sa dette, a apprécié la tournure de phrase de Bercy, cette novlangue, et sous la forme d'emprunt d'État, c'est la même chose, mais sur une somme cette fois-ci beaucoup plus grande et sur une période beaucoup plus longue. De fait, par ce système, le marché fixe les taux d'intérêt en fonction de l'offre et de la demande. La Banque centrale n'a donc très peu de levier, enfin quasiment aucun contrôle dès lors sur les banques commerciales. Ce sont elles qui mènent la danse par le jeu de l'offre et de la demande de crédit, pour résumer. Ces banques commerciales, ces rapaces, dont vous avez la liste sur le site de l'agence France Trésor, et dont j'ai mis les captures d'écran aussi dans la vidéo sur le pognon de dingue. Pour bien comprendre la stratégie géopolitique globale de la finance apatride, un élément est fondamental. En effet, pour imposer la construction européenne ultralibérale par essence, il fallait un levier. Et ce levier, c'était la dette publique. Dans l'idée, les très tristes valets hauts fonctionnaires, banquiers et hommes d'affaires de tous bords, gouvernants d'alors, il fallait, dans leur esprit, que l'État aille sur les marchés emprunter son argent par le mécanisme d'une reconnaissance de dette au lieu que l'État soit financé par le circuit du trésor qui lui assurait d'avoir des liquidités hors marché sans aller les quémander ailleurs. Ainsi, si l'État devait alors émettre des obligations sur les marchés, s'endetter pour pouvoir avoir de l'argent, l'augmentation des prix du pétrole avait pour effet d'amorcer la dette publique en obligeant les États à faire beaucoup d'emprunts et empêtrés dans des dettes impayables que la politique gouvernementale française de grands emprunts aggrava avec le danger subséquent que leur monnaie soit attaquée puisque le système de change était officiellement flottant depuis mars 73, ces pays seraient alors quasiment forcés d'avancer vers une union économique et monétaire, dernière marche avant la mise en place d'une structure vraiment fédérale qui verrouillerait, selon les Américains, tout retour en arrière, empêchant les États de s'opposer à la mondialisation financière, au système mondial d'argent-dette et à l'ultralibéralisme vorace qui serait alors imposé au nom d'une idée perverse de fédéralisme polygame pour tout acheter, même ce qui était hors commerce, comme les services publics ou les patrimoines publics, le corps humain. Le choc pétrolier n'aurait pas donc été un choc, mais un passage certes délicat selon les circonstances, si les États avaient pu se financer sans devoir des intérêts sur l'argent emprunté sous forme de reconnaissance de dette et s'ils avaient assuré à leur géotrouve-tout de génie les conditions de succès pour développer des énergies alternatives propres et gratuites. Et il y en avait, le gros mot, gratuit, c'est pas beau. Au total, vous avez compris, par la libéralisation des taux de change en 71 et des taux d'intérêt en 73, est née toute une industrie de couverture des risques, puis de couverture des risques. Bref, était née toute une industrie de la spéculation, un grand casino mondial où les parieurs pouvaient spéculer sur les variations des monnaies et sur les monnaies elles-mêmes et pouvaient s'en mettre plein les fouilles au détriment des peuples. Voilà, on verra dans la prochaine vidéo la suite. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience et à bientôt.